Enfant sans famille. La lecture. Je ne te gronde pas, alors tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme? Oui, tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. Je ne prononçais pas ces quelques mots sur le même ton, car si j'étais désolée d'apprendre qu'elle n'était pas ma mère, j'étais heureux de savoir que lui n'était pas mon père. Je ne te gronde pas, alors tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme? Oui, tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. Je ne prononçais pas ces quelques mots sur le même ton, car si j'étais désolée d'apprendre qu'elle n'était pas ma mère, j'étais heureux de savoir que lui n'était pas mon père. De là, une contradiction dans mes sentiments, qui se traduisit dans ma voix. Mais Mère Barbérin ne parut pas y prendre attention. « J'aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité, mais tu étais si bien mon enfant que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n'étais pas ta vraie mère. » De là, une contradiction dans mes sentiments, qui se traduisit dans ma voix. Mais Mère Barbérin ne parut pas y prendre attention. « J'aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité, mais tu étais si bien mon enfant que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n'étais pas ta vraie mère. » Ta mère, pauvre petit, tu l'as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante? Ne l'est-elle plus? On n'en sait rien. Un matin, à Paris, comme Jérôme allait à son travail et qu'il passait dans une rue qu'on appelle l'avenue de Breteuil, qui est large et plantée d'arbres, il entendit les cris d'un enfant. Ta mère, pauvre petit, tu l'as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante? Ne l'est-elle plus? On n'en sait rien. Un matin, à Paris, comme Jérôme allait à son travail et qu'il passait dans une rue qu'on appelle l'avenue de Breteuil, qui est large et plantée d'arbres, il entendit les cris d'un enfant. Il semblait partir de l'embrasure d'une porte d'un jardin. C'était au mois de février, il faisait petit jour. Il s'approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu'un, il vit un homme sortir de derrière un gros arbre. Il semblait partir de l'embrasure d'une porte d'un jardin. C'était au mois de février, il faisait petit jour. Il s'approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu'un, il vit un homme sortir de derrière un gros arbre. Sans doute, cet homme s'était caché là pour voir si l'on trouverait l'enfant qu'il avait lui-même placé dans l'embrasure de la porte. Voilà Jérôme bien embarrassé, car l'enfant criait de toutes ses forces, comme s'il avait compris qu'un secours lui était arrivé et qu'il ne fallait pas le laisser échapper. Sans doute, cet homme s'était caché là pour voir si l'on trouverait l'enfant qu'il avait lui-même placé dans l'embrasure de la porte. Voilà Jérôme bien embarrassé, car l'enfant criait de toutes ses forces, comme s'il avait compris qu'un secours lui était arrivé et qu'il ne fallait pas le laisser échapper. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu'il devait faire, il fut rejoint par d'autres ouvriers, et l'on décida qu'il fallait porter l'enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. Sans doute, il souffrait du froid. Mais comme dans le bureau du commissaire il faisait très chaud, les cris continuaient. Pendant que Jérôme réfléchissait à ce qu'il devait faire, il fut rejoint par d'autres ouvriers, et l'on décida qu'il fallait porter l'enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. Sans doute, il souffrait du froid. Mais comme dans le bureau du commissaire il faisait très chaud, les cris continuaient.
On pensa qu'il souffrait de la faim, et l'on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus. Il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C'était un beau garçon de 5 ou 6 mois, rose, gros, gras, superbe. Les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu'il appartenait à des parents riches. On pensa qu'il souffrait de la faim, et l'on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus. Il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C'était un beau garçon de 5 ou 6 mois, rose, gros, gras, superbe. Les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu'il appartenait à des parents riches. C'était donc un enfant qu'on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Qu'allait-on en faire? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l'enfant avec celle de ses langes qui n'étaient pas marquées, le commissaire dit qu'il allait l'envoyer à l'hospice. C'était donc un enfant qu'on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Qu'allait-on en faire? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l'enfant avec celle de ses langes qui n'étaient pas marquées, le commissaire dit qu'il allait l'envoyer à l'hospice. Il allait l'envoyer à l'hospice des enfants trouvés, si personne ne voulait s'en charger. C'était un bel enfant, sain, solide, qui ne serait pas difficile à élever. Ses parents, qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus, Jérôme s'avança et dit qu'il voulait bien s'en charger. On le lui donna. Il allait l'envoyer à l'hospice des enfants trouvés, si personne ne voulait s'en charger. C'était un bel enfant, sain, solide, qui ne serait pas difficile à élever. Ses parents, qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus, Jérôme s'avança et dit qu'il voulait bien s'en charger. On le lui donna. J'avais justement un enfant du même âge, mais ce n'était pas pour moi une affaire d'en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère. Oh, maman! Au bout de 3 mois, je perdis mon enfant, et alors je m'attachai à toi davantage. J'oubliais que tu n'étais pas vraiment notre fils. Malheureusement, Jérôme ne l'oublia pas. J'avais justement un enfant du même âge, mais ce n'était pas pour moi une affaire d'en nourrir deux. Ce fut ainsi que je devins ta mère. Oh, maman! Au bout de 3 mois, je perdis mon enfant, et alors je m'attachai à toi davantage. J'oubliais que tu n'étais pas vraiment notre fils. Malheureusement, Jérôme ne l'oublia pas. Voyant au bout de 3 ans que tes parents ne t'avaient pas cherché, au moins qu'ils ne t'avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l'hospice. Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi. Oh, pas à l'hospice, m'écriai-je en me cramponnant à elle. Mère Barberin, pas à l'hospice. Voyant au bout de 3 ans que tes parents ne t'avaient pas cherché, au moins qu'ils ne t'avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l'hospice. Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi. Oh, pas à l'hospice, m'écriai-je en me cramponnant à elle. Mère Barberin, pas à l'hospice. Tu n'iras pas, mais à une condition, c'est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu'il te trouve éveillée. Et, après m'avoir embrassée, elle me tourna le nez contre la muraille. J'aurais voulu m'endormir, mais j'avais été trop rudement ébranlée pour trouver le sommeil. Tu n'iras pas, mais à une condition, c'est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu'il te trouve éveillée. Et, après m'avoir embrassée, elle me tourna le nez contre la muraille. J'aurais voulu m'endormir,
mais j'avais été trop rudement ébranlée pour trouver le sommeil. Il y avait au village 2 enfants qu'on appelait les enfants de l'hospice. Ils avaient une plaque de plomb au cou avec un numéro. Ils étaient mal habillés et sales. On se moquait d'eux, on les battait. Les autres enfants avaient la méchanceté de les poursuivre souvent, comme on poursuit un chien perdu. Il y avait au village 2 enfants qu'on appelait les enfants de l'hospice. Ils avaient une plaque de plomb au cou avec un numéro. Ils étaient mal habillés et sales. On se moquait d'eux, on les battait. Les autres enfants avaient la méchanceté de les poursuivre souvent, comme on poursuit un chien perdu. Ah, je ne voulais pas être comme ces enfants. Je ne voulais pas avoir un numéro au cou. Je ne voulais pas qu'on courût après moi en criant « À l'hospice, à l'hospice !» Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer les dents. Et je ne dormais pas, et Barberin allait rentrer. Heureusement, il ne revint pas aussitôt. Ah, je ne voulais pas être comme ces enfants. Je ne voulais pas avoir un numéro au cou. Je ne voulais pas qu'on courût après moi en criant « À l'hospice, à l'hospice !» Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer les dents. Et je ne dormais pas, et Barberin allait rentrer. Heureusement, il ne revint pas aussitôt. Le sommeil arriva pour moi avant lui. 3. La troupe du signor Vitalis. Sans doute je dormis toute la nuit sous l'impression du chagrin et de la crainte. Le lendemain matin, en m'éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit. Je voulais être certain qu'on ne m'avait pas emporté. Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien. Le sommeil arriva pour moi avant lui. 3. La troupe du signor Vitalis. Sans doute je dormis toute la nuit sous l'impression du chagrin et de la crainte. Le lendemain matin, en m'éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit. Je voulais être certain qu'on ne m'avait pas emporté. Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien. Je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné. Sans doute mère Barberin avait parlé, elle l'avait décidé à me garder. Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayé, je tournai les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours, mais à la dérobée. Je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné. Sans doute mère Barberin avait parlé, elle l'avait décidé à me garder. Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayé, je tournai les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours, mais à la dérobée. Elle me fit un signe qui disait que je devais obéir. En même temps, un mouvement de sa main me rassura. Il n'y avait rien à craindre. Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin. La distance est longue de notre maison au village. Il y en a bien pour 1 heure. Elle me fit un signe qui disait que je devais obéir. En même temps, un mouvement de sa main me rassura. Il n'y avait rien à craindre. Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin. La distance est longue de notre maison au village. Il y en a bien pour 1 heure. Cette heure s'écoula sans qu'il m'adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant, sans que sa tête fît un seul mouvement, et de temps en temps, il se retournait tout d'une pièce pour voir si je le suivais. Comme nous passions devant le café, cette heure s'écoula sans qu'il m'adressât une seule fois la parole. Il marchait devant, doucement, en clopinant, sans que sa tête fît un seul mouvement, et de temps en temps, il se retournait tout d'une pièce pour voir si je le suivais. Comme nous passions devant le café,
Un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barbarin et l'engagea à entrer. Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui, et quand nous fûmes entrés, il referma la porte. Un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barbarin et l'engagea à entrer. Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui, et quand nous fûmes entrés, il referma la porte.